Enregistré, ouais. C'est parti. C'est parti. Merci beaucoup, merci Michel. Bonjour à tous, je m'appelle Franck Crespillo, je vais me présenter un petit peu dans cette présentation, bien naturellement. Merci Olivier pour cette invitation qui initie quelque peu ma présence, bien que ça fait un mois et demi que je sois en France, mais ma présence dans le cadre de ce sabbatique, entre autres à l'université de Cergy. Je vais quitter, si vous permettez, la caméra. Ça permettra d'avoir d'abord une meilleure bande passante. Puis c'est pas moi qui suis intéressant, peut-être. C'est surtout peut-être ce que je vais dire si ça vous accroche, pour identifier éventuellement des collaborations futures. Alors, il faut que je retrouve mon machin. Ça y est, normalement, j'ai disparu. Donc, l'outil de ma présentation aujourd'hui qui sera en trois parties, c'est donc un autre programme, c'est vous présenter un petit peu un partenaire, puisque vous savez que nous sommes partenaires officiels dans le cadre d'une entente, entre nos deux universités. Pourquoi, comment j'ai basculé ou quelle est ma vision de la forensique. Enfin, ma vision, naturellement, elle sera supportée en tout cas par des recherches. Et puis, justement, pour initier ces 6 prochains mois, vous faire des propositions, en tout cas mes intérêts de recherche plus particulièrement, dans le cadre justement de cette vision de la science forensique, et puis voir quels seraient, selon vous, qui éventuellement seraient intéressés pour initier ce type de collaboration. Donc je m'appelle Franck Crispino, je suis professeur en sciences forensiques. J'insiste un petit peu peut-être pour les gens qui sont moins sensibles sur ce domaine. J'insiste sur le singulier, la science forensique. Je donne en PICA, vous voyez différents cours en italique que j'ai donné, que je donne plus. Mais si donc actuellement, je donne actuellement dans mon université, donc aux différents cycles. Je suis aussi co-directeur du laboratoire de recherche en criminalistique. Je fais partie de la gouvernance des trois gouverneurs et je suis chercheur au site de recherche en sciences thanatologiques, expérimentales et sociales. Olivier, tu voulais intervenir? Non, non, c'est bon. Donc, en sciences expérimentales et sociales, en gros, c'est ce que Cartwright appelle les body farms. C'est un terme qu'on s'interdit au Canada et en tout cas au Québec. Donc, c'est un centre de taphonomie d'études de la décomposition cadavérique sur les humaines. Je suis aussi chercheur régulier au Centre international de criminologie, et non pas de criminalistique, de criminologie comparée. Et mes recherches, plus particulièrement depuis ces dernières années, s'intéressent plus particulièrement à la différence entre la croyance et les connaissances, la philosophie des sciences, l'ontologie, c'est-à-dire la nature et les conséquences justement de la nature de la trace. Bien naturellement, on aborde la probabilité et l'interprétation, mais pas que la probabilité. Et de par mon passif ou mon passé, l'élaboration du renseignement justement par la trace. De fait, mon passif, mon passé, c'est celui-ci. Je suis un ancien, j'ai quitté la gendarmerie il y a maintenant un peu moins de 10 ans. J'ai au grade de colonel, avec un parcours qui était un parcours à la fois scientifique, en tout cas au sein de la gendarmerie nationale, mais aussi opérationnel. Je ne vais pas détailler les différents PICA, où en fait j'ai comme fil rouge permanent quelque peu justement la criminalistique, comme on l'appelle en France. On pourra revenir sur les termes si ça vous intéresse. Donc la criminalistique, mais appliquée les différents postes de commandement, que ce soit bien naturellement ainsi de recherche criminelle de la gendarmerie nationale, où j'ai fait partie dans les premières années justement des premiers officiers recrutés pour concevoir différents départements et puis les missions de l'Institut, ou que ce soit, puisque j'ai eu un fil rouge de plus d'une dizaine d'années dans la lutte antiterroriste en France et à l'étranger. Ça me permet tout de suite d'aborder justement ma vision de la criminalistique, hein, ou de la forensique. En tout cas, au niveau du science, on a un problème. C'est que la science forensique, elle est casuistique, c'est-à-dire qu'elle s'intéresse au cas individuel, tout en, naturellement, ambitionnant ou prétendant reposer sur des connaissances scientifiques, hein, mais elle passe nécessairement par une méthode qui est aussi investigatrice, dans un raisonnement et dans une prépondérance justement du respect de la logique, ce qui est peut-être pas si évident que ça, par les différents biais que vous connaissez bien naturellement, entre autres les biais de confirmation, les biais de narration, etc., etc. Elle a pour but de répondre aux questions de l'Hermagoras de Thépnos, c'est-à-dire les fameuses circumstare, les circonstances qu'on observe autour de nous, les 5 Ws, comme disent les Anglais, alors qu'il y en a déjà au moins 6 avec le A si on considère le A ou un W, à partir des traces, justement. Et puis ces traces sont généralement prélevées par des agents préleveurs, en France entre autres, mais aussi au Québec. Ce sont des policiers. Alors des policiers scientifiques, on pourrait commencer à se poser quelques questions. On va les transmettre à des scientifiques, des laboratoires, des experts privés, etc. Et puis ceux-ci vont rendre leur rapport bien naturellement à des décideurs, on dirait dans le monde anglo-saxon, les décideurs de fait. Il y a un peu moins de cette sensibilité entre les juges de droit et les juges de fait dans le droit français. Et ce décideur, il s'appuie sur ce qu'on appelle une preuve, que vous voyez ici en rouge, parce que le reste du schéma évolutif va être en bleu, puisque la preuve n'appartient pas justement aux scientifiques, elle appartient aux décideurs de fait. Dans
dans le cadre d'ailleurs de différents modèles, dont celui naturellement de la théorie de la décision et de la prise de risque. Donc, si je synthétise, on part d'une trace pour aboutir à une preuve. Et quel est ce processus, justement, de transformation de la trace en preuve? C'est déjà la reconnaître, c'est de voir qu'une trace, elle a du sens, elle me dit quelque chose. J'ai été formé peut-être pour la voir, ou je suis peut-être biaisé pour dire c'est là qu'il faut que je cherche, etc. Donc, c'est là que je vais commencer à introduire un terme relativement commun qui est le signe. Et puis, une fois que cette trace qui a du sens va se transformer en trace qui a un sens, qui va soutenir une hypothèse par rapport à une autre, qui va indiquer, qui va indiquer ce fameux indice. Et tout ça, c'est d'ailleurs noyé aussi bien dans le terme anglo-saxon avec la notion d'evidence, mais aussi d'ailleurs evidence qui est un anglicisme québécois. Au Québec, on va cueillir les évidences sur la scène de crime et puis on ne sait pas trop ce que c'est que cette évidence. En tout cas, on ne se pose pas du tout la question, ça je peux vous le certifier. Et puis tout ça, dans quel processus ça se met en place? Dans un processus où on met de plus en plus de certifications, d'accréditation, de sciences entre guillemets contrôlées, ces processus du milieu, en oubliant déjà la propagation des erreurs, c'est-à-dire les incertitudes hors contrôle qui sont en amont, qui sont lors de la détection de la trace elle-même et qui sont ontologiques, je reviendrai là-dessus, sont propres à la nature de la trace elle-même, et puis aux conditions justement, non pas de son échantillonnage qui ne veut rien dire, mais de sa cueillette. Et puis derrière ça, on a une autre propagation, création d'incertitudes lors de la signification. On tombe sur un terme de sémiose, la communication et la compréhension, avec des rationalités, je n'ai pas dit des irrationalités, mais des rationalités différentes entre les différents acteurs, justement, de la prise de décision. La trace, puisque j'insiste fortement sur la trace, mes étudiants me disent souvent que je suis le gourou de la trace, ça ne me dérange absolument pas de créer cette secte. C'est se rappeler déjà, et ce sont les fondamentaux, j'allais dire, même aristotéliciens, que ce n'est que l'effet d'une cause. Or, la question qu'on se pose, c'est sur la cause, c'est pas sur les effets. Nous savons observer que les effets. Alors, elle dispose cependant de différentes qualités qui représentent aussi ses limites, que je vous ai citées ici sous forme de 5 picas. Donc, elle existe indépendamment de toute signification. Elle provient d'un passé qui ne peut être vécu à l'identique. Elle est nécessairement incomplète et imparfaite. Elle est étrangère à l'environnement habituel où elle a été découverte. On va commencer à aborder les notions de pertinence. Puis elle porte des informations sur la source et l'activité à son origine. Ici, on est sur l'affaire de Salisbury, avec ces deux images-là, puisque je fais travailler mes étudiants dès la première année sur ce type d'affaires pour comprendre un petit peu les inférences, donc les modes de raisonnement sous incertitude qui sont menés dans ce cadre-là. Et puis, elle soulève donc des défis ontologiques d'abord, et la sémantique peut être importante et structurante. Une trace, ce n'est pas une empreinte. Une empreinte, la racine latine d'empreinte, c'est imprimer, c'est reproduire avec fidélité. Une empreinte, une trace, c'est absolument pas ça. Elle est généralement, naturellement, involontaire, dégradée, etc. C'est pas un échantillon. Et là, je me plais toujours à citer sur la notion d'échantillon le père justement de l'échantillonnage, pardon, excusez-moi, qui est Pierre J. All naturally occurring materials are heterogeneous. Sampling should not be gambling. Et puis on n'échantillonne pas sur une scène de crime. C'est une vue de l'esprit. C'est pas comme ça que ça se passe. En fait, une trace, c'est un spécimen. Il est généralement unique. Il est non contrôlé. Donc, ça veut dire que son intravariabilité, même si on prend plein de mesures dessus pour donner une fausse certitude de scientifisation ou de confort scientifique, il y a une intravariabilité qui est inconnue. Elle est généralement fragmentaire. Elle est dégradée, elle est contaminée, donc imparfaite comme je l'ai dit. Et donc, rien que ces termes-là devraient soulever les hypothèses directement de ce que nous faisons en tant que scientifiques, c'est-à-dire de gestion d'incertitude. Et puis d'où provient sa représentativité? Pas du tout, justement. C'est-à-dire ce qu'exprime Pierre J. C'est pas du tout de son mode de collecte, c'est par un choix sélectif de l'opérateur. Pour synthétiser quelque peu, c'est qu'on est confronté à la trace sur deux défis qui sont la symétrie du temps et le défi de la pertinence. Alors, est-ce qu'il y a des analogies à d'autres disciplines? On me pose souvent la question. De fait, Cleland parlerait de science historique, on est la science de reconstruction d'un proxy, par des proxy data d'un passé récent. C'est comme ça d'ailleurs que Hooke s'exprime, avec néanmoins justement une contrainte qui n'existe pas, y compris dans la médecine, parce qu'on fait souvent des comparaisons. D'ailleurs, mon mentor, directeur de thèse et de tous mes travaux de recherche depuis près de 20 ans, fait de nombreux parallèles avec la médecine, parce que c'est bien le seul endroit où je suis un peu en contestation avec lui. Tout d'abord, c'est vrai que comme la médecine, on peut s'intéresser à l'individu, quoique la médecine ne s'intéresse pas qu'à l'individu, on peut penser à l'épidémiologie, à la détection de nouvelles menaces, des choses comme ça. Donc peut-être que la trace, justement, la trace criminelle ou la trace d'intérêt criminel nous offre aussi cette possibilité-là. Mais à la différence de la médecine, où une fois que j'ai cerné le problème, que j'ai identifié que quelque chose s'est passé, je peux me remettre dans une position méthodologique assez satisfaisante de cueillette ou d'échantillonnage véritablement. Il suffit d'avoir le patient s'il vient à disposition, puis on le garde autant de temps qu'on veut, puis on prendra la température une fois toutes les demi-heures s'il le faut. C'est-à-dire qu'on aura une continuité de la cueillette des traces dans le temps.
Bon, si c'est un corps, naturellement, si c'est un cadavre, eh ben, on fera les prélèvements qui vont bien et puis on répétera tant, et puis on ne mettra pas le corps à disposition de la famille ou de la justice tant qu'on n'aura pas prélevé donc ce qui nous intéresse. Sur une scène de crime, c'est pas comme ça que ça se passe. Et une fois qu'on sort de la scène de crime, ben, on n'y retournera pas parce que de toute façon, elle sera désormais non valable, et pas simplement d'un point de vue légal, mais aussi d'ailleurs d'un point de vue de la continuité scientifique des données. Donc, on a un des problèmes épistémologiques et sociaux qui sont soulevés par cette gestion de la trace, avec cette problématique de focalisation sur l'individu et non sur une loi ou une population générale, comme je dis souvent. La science forensique n'est pas une science galiléenne, sur la gestion des incertitudes et sur le transfert de connaissances à un non-scientifique décideur de faits ou d'actions. Ça me permet de conclure, j'allais dire, cette toute première partie pour vous expliquer dans quel environnement je navigue, dans quel environnement de passé, avec la déclaration de Sydney qui a eu lieu le 18 mai 2021, auquel j'ai eu l'honneur d'être associé. Et que voici, qui en fait je vous donnerai le site ultérieurement, qui est en fait donc sur un éventail de techniques de sciences ponctuelles que l'on va appliquer éventuellement sur une question de droit, pas nécessairement correctement posée d'ailleurs, et puis en plus éventuellement se prononçant sur des conclusions qui sont hors de portée du scientifique. Donc, je vous ai mis en jaune plus particulièrement justement les différents principes qui sont ensuite développés dans cette déclaration de Sydney. Il y a déjà bien longtemps, bien longtemps, je ne parle pas simplement de 2012 où j'ai été associé à un gros article dans ce domaine-là, mais dès les années 50-60, les fonciers, y compris américains, je pense à Kirk par exemple, donc relever une pauvreté fondamentale par l'absence de théorie de recherche d'une démarche holistique en sciences forensiques. On va spécialiser quelque peu les experts, chacun sur sa propre discipline, puis on va saucissonner, d'ailleurs on va faire le jeu de la défense, on va saucissonner les traces, et la trace en elle-même, elle n'a pas nécessairement un gros pouvoir de conviction, je ne parle pas simplement de pouvoir probant, si vous avez compris que la preuve c'est dans le rouge, on a peu de recherches sur les processus de raisonnement, sur la multidisciplinarité au-delà des différentes sciences connexes qui, je vais revenir sur la diapo suivante, qui se définissent comme forensics, par exemple. On a des difficultés, ces questions qui nous sont posées sont des questions généralement qui sont hors d'atteinte de l'expert ou du scientifique, ce sont des questions sur la culpabilité, alors que déjà on a des difficultés à comprendre la notion d'apport d'informations sur la présence, sur ce qu'on appelle l'identification de source, et on a d'autres difficultés sur l'interprétation au niveau de l'activité, etc. Alors, cette science forensique, pour faire court, vous avez ici quelque peu synthétisé, en tout cas ce que l'on a vendu au Québec lors de la création du programme dont je vais vous parler juste après. C'est qu'en remettant au centre, justement, puisqu'une science se définit théoriquement par son objet d'intérêt, si on met au centre de cet objet d'intérêt d'une discipline, d'un corps de connaissances sur lequel on va se pencher, donc une science, on va appeler la science forensique la trace, la trace prend à ce moment-là une cohérence et on peut retrouver à ce moment-là les différentes forensics dont je vous ai parlé, c'est-à-dire ces différents corps de spécialité appartenant aux différents pôles généralement de connaissances humaines artificiellement découpées. Éventuellement, avec cette notion de criminalistique, où là, il y a un autre problème qui est un problème sémantique et historique, y compris nord-américain ou anglais. Donc, cette reconnaissance de pattern, on en a aussi quelque peu, on pourrait dire, la police technique et scientifique, ce que font les policiers, les traces de semelles, etc. À une époque, on disait que c'était la police technique, ce n'était pas de la police scientifique. Donc, on a ce type de réflexion-là. En fait, si vous remettez la trace au centre, on a les mêmes problématiques, en tout cas de réflexion ou de méta-analyse, entre guillemets. Et tout ça, de nouveau, c'est cette définition de la science forensique, c'est d'embrasser finalement cette problématique de la trace comme centre, comme objet central de notre intérêt de recherche. Je peux poser une petite question là-dessus? Oui, je vous en prie, je m'en souviens. Oui. Bonjour, je m'appelle Christophe Vassilis. Oui, bonjour. Je me pose la question pourquoi la science de données n'est pas inclue dans cette vision holistique de forensique, étant donné que les traces digitales de plus en plus sont utilisées comme des preuves d'activité relative à la criminalité. Alors, vous avez tout à fait raison. D'ailleurs, pour moi, les traces numériques, les traces digitales, comme vous dites, font partie justement. C'est un gros débat. En fait, on se rend compte historiquement, d'ailleurs, c'est un débat récursif, qu'à chaque fois qu'on a un nouveau corps de connaissances venu justement sur des sciences humaines et sociales, des sciences naturelles et génie, des sciences de la santé, etc., qui d'un seul coup trouve une solution, la solution miracle dans les années 80, c'était l'activité neutronique. Ensuite, d'un seul coup, à la fin des années 80, on a eu l'ADN et ça s'est transformé. On expliquait même
que les biologistes, qu'on appellerait au Canada judiciaire, donc d'accord, ça n'avait rien à voir avec la science forensique, c'était une science à part parce que c'était beaucoup plus fiable et puis c'était sur d'autres modèles. Et actuellement, on se rend compte qu'au niveau des traces numériques, vous avez tout à fait raison, il y a une mauvaise perception, une misconception, d'accord, là-dessus. On va dire non, mais c'est pas une trace comme les autres. D'abord, première chose, ça c'est un constat, mais c'est un constat de pratique, c'est pas un constat de réflexion académique et puis de méta-analyse, comme je le disais tout à l'heure. D'abord, c'est fait essentiellement à des fins d'investigation. Oui, ben c'est pas la forensique se définit pas simplement. Au contraire, d'ailleurs, ce serait une erreur pour les simples intérêts de justice, c'est-à-dire ce qui arrive à la cour de justice. Je l'ai pas présenté ici, mais il y a beaucoup de statistiques qui montrent que ça tient pas la route. Deuxièmement, c'est fait par des praticiens et en plus de plus en plus par des praticiens policiers, donc on n'a pas besoin d'être scientifique. En gros, il suffit juste un peu de technique. Et puis derrière ça, en plus, lorsqu'on rajoute une couche supplémentaire de big data, donc de traitement automatique de données, etc., ce n'est qu'un problème, pas plus tard qu'hier, d'ailleurs, je m'opposais à un chercheur anglais là-dessus, ce n'est qu'un problème technologique, c'est pas un problème. Donc de sciences fondamentales et de compréhension véritablement de ce que c'est que cette trace. Je fais partie justement des chercheurs qui le contestent, hein, avec toute mon équipe, entre autres l'Université de Lausanne. Je pense à Yogan Kazei, etc., qui est un ancien aussi de la CIA, dans le domaine des traces numériques, où on est persuadé, on le soutient. Je pense à un article dernièrement qui a été fait d'ailleurs par Yogan Kazei, Olivier Ribaud, sur les transformations numériques, entre autres. Donc en sciences forensiques, qu'on a les mêmes problématiques, et entre autres les mêmes problématiques de gestion de l'incertitude, mais naturellement dans une dimension, dans une massification différente. Mais les problématiques que l'on voit de façon récursive ressortir tous les 5-10 ans, parce qu'à chaque fois, tous les 5-10 ans, on a une crise. Actuellement, là, je ne vais pas présenter les crises que l'on a, je pourrais le faire lors d'une prochaine présentation. Sur la fiabilité, est-ce que c'est scientifique ce que l'on fait? Si déjà on se pose la mauvaise question de dire sur quoi on travaille au fait, d'accord, pour l'échantillon, etc. Tous les 5-10 ans, on a une crise et on attend, parce qu'elle arrivera, je ne vois pas comment elle ne peut pas arriver. Une crise aussi au niveau des traces numériques, par une surconfiance, j'allais dire, sur la technologie elle-même, sans se poser les questions, justement, quel est l'objet d'intérêt lui-même. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Pour moi, les traces numériques ne sont pas exclues, hein, de la science forensique, bien au contraire. Mais je veux dire, comme vous indiquez ici qu'il y a des besoins d'affinité du domaine avec d'autres domaines scientifiques, moi je dis qu'il faut ajouter définitivement la science de données. Ah oui, tout à fait. Mais je comprends ce que vous dites. Les ronds noirs, c'est ça? Oui. Oui, alors les ronds noirs, non, alors, je dois m'expliquer, je vais expliquer, c'est purement une pirouette graphique. Ce que vous avez ici, sciences de la santé, sciences naturelles et génie et sciences humaines et sociales, c'est la classification au Canada des différents fonds subventionnaires. Il n'y a pas un fonds de sciences des données. Les sciences des données sont les sciences naturelles et génie et sont en sciences humaines et sociales. C'est ça que je voulais dire, d'accord? Bon. Donc, j'ai repris le titre des fonds eux-mêmes, d'accord? On a ce qu'on appelle le CRSNG, donc le Conseil en recherche des sciences naturelles et génie. On a le CRSH, le Conseil en recherche des sciences humaines et sociales. Et on a le CRSS, qui est le Conseil en recherche en sciences de la santé. C'est comme ça que ça existe au Canada. Donc, j'ai repris les trois poules. Si vous avez une reconnaissance véritablement des sciences numériques, en sens subventionnaire ou ce que vous voulez, c'est pas très difficile de pouvoir le rajouter, puis par analogie de pouvoir justement mettre en évidence la partie verte. Il faut vraiment le mettre en premier plan. Et je termine ici. Je donne comme anecdote qu'une affaire criminelle qui vient de se passer il y a 3 semaines en Grèce, où un époux a assassiné son épouse. Oui, je connais l'affaire, oui. Et il a mis en scène une scène de cambriolage. Et finalement, ils ont pu contester ses aveux, puisqu'ils ont détecté le Fitbit de son épouse. Oui, tout à fait. Et le portable du mec, essentiellement, qui ne pouvait pas être immobilisé, étant donné que son portable enregistré des pas. Alors, tout ça, c'est vraiment, nous sommes devant une nouvelle terrain. Non, oui, je suis d'accord, mais c'est même pas un nouveau terrain. Ça fait longtemps. Les traces numériques, ce qu'on appelle les traces numériques, c'est pour ça que je vous citais l'article sur les transformations numériques de Ribaud et Kazei, d'accord. Les traces numériques aujourd'hui, c'est largement plus de la moitié. Et ce qui est logique, nous sommes dans l'âge numérique, hein, d'accord. Et si je rajoute derrière ça les transformations numériques, c'est-à-dire les données analogiques qu'on transforme en numérique en plus, d'accord. Mais là aussi, c'est encore une autre dimension.
Mais les traces numériques, aujourd'hui, ont complètement envahi le domaine des sciences forensiques. D'accord. Ok. Donc, j'ai aucun souci là-dessus. Je fais partie d'une école qui pense, c'est pour ça aussi que j'étais intéressé pour venir vous rejoindre. Hein. D'accord. Je fais partie d'une école qui considère que les traces numériques, au même titre que les traces biologiques, chimiques et physiques, d'accord, doivent être traitées comme traces d'abord. C'était bien, C'est-à-dire c'était bien ça l'esprit de ma question. Ok, voilà, merci. d'accord. C'est vraiment ça. D'accord. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Je prenais ici référence simplement sur l'organisation, j'allais dire purement organisation organique, ça fait un pléonasme, mais sur l'organisation telle que l'organisation et la reconnaissance des disciplines au Québec et au Canada. D'accord. Voilà, c'était juste dans ce sens-là. Alors, justement, ça me permet, merci de faire le lien. Donc, moi, je viens de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Les UQ, le réseau des universités du Québec, c'est en fait 10 universités, écoles et instituts. Vous avez ici un petit peu leur point de présence. Ça représente, mais ça c'est la pub traditionnelle, j'ai retrouvé ça sur le site, je ne vends pas tous les jours. Elles ont été en fait créées, il faut comprendre surtout que ce réseau a été créé au lendemain de la Révolution tranquille, donc au lendemain des années 60-70, sur un constat simplement de faible diplomation de la population québécoise au sorti de la colonisation anglaise, en tout cas de ce qu'on appelle donc la libération des Anglais par rapport aux contraintes françaises. Donc des années 70, on a cette libération française, le fameux Vive le Québec libre de Gaulle, et le Québec, lorsqu'il devient un peu plus souverain, ou en tout cas lorsqu'il a une plus grande autonomie au niveau de son autonomie de gestion, décide de faire un effort sur la diplomation de sa population, ce qui explique la création du réseau des universités. Alors on considère, il y a d'autres universités au Québec, il faut clair là-dessus, ce qu'on appelle les universités à charte, donc des universités soit privées, soit qui ont leur statut propre et qui n'ont pas rejoint, alors qui n'ont pas été créées dans un premier temps, mais qui n'ont pas rejoint non plus le réseau des UQ. Ça se passe très bien avec, je pense à l'Université de Montréal, l'Université de Sherbrooke, etc. etc. Mais moi, je fais partie de ce réseau, justement, qui est le plus gros réseau de regroupement d'universités. En 2012, donc j'ai été recruté. Quand je dis j'ai été recruté parce que la terminologie professorale, théoriquement, c'est j'ai postulé et j'ai eu. Alors c'est naturellement le cas, puisqu'on va respecter les textes. En fait, mon histoire personnelle, d'où mon introduction à l'origine, je ne pensais pas un jour quitter la gendarmerie nationale. J'étais très bien et je pense que je ne serais pas loin d'un bureau dans lequel je suis actuellement en train de vous parler. Mais fin 2010, je reçois un coup de fil d'un monsieur qui m'est très proche, que je considère comme l'un des plus grands forensiciens au niveau mondial, qui me dit, voilà, il y a quelque chose de lourd qui se monte au Québec. Ils ont maintenant besoin d'un maître d'œuvre et maître d'ouvrage. Vu ton parcours et puis vu ce que tu as fait, bon, j'ai passé mon temps à créer des infrastructures criminalistiques, que ce soit en France ou à l'étranger. Est-ce que tu as songé un jour à quitter la gendarmerie nationale puis à devenir professeur? Non. Bah écoute, si ça t'intéresse, postule. Donc voilà, puis ensuite le processus s'est enclenché, puis comme par hasard, j'ai été sélectionné. En 2012, donc au moment où j'arrive, on se met en place immédiatement. On m'avait donné théoriquement un an, ça a duré exactement 8 jours. Ou alors c'est moi qui ai mal lu le texte, en tout cas c'était pas 2013-2012, un baccalauréat en chimie, parce que ça n'existe pas justement cette discipline, profil criminalistique, et en fait, vous voyez les cadres qui sont encadrés en rouge, qui sont les cours de sciences forensiques, ou plus particulièrement rattachés, c'est pour ça qu'ils portent le nom de SFC généralement, sciences forensiques et criminalistiques, qui vont signer quelque peu ce baccalauréat qui est un baccalauréat reconnu en chimie. Le but d'ores et déjà à l'époque, sont les objectifs qui sont fixés sur la gauche. Je vais revenir un petit peu sur ceci, mais on va passer rapidement parce que naturellement ça a évolué. À partir de 2020, donc l'année dernière simplement, en fait on est exactement sur le schéma précédent, à un cours près que j'ai réussi à réinstituer. C'est un baccalauréat, les baccalauréats, les bachelors en Amérique du Nord sont généralement à 90 crédits. Nous étions déjà à 93 crédits, donc on fait travailler un peu plus nos étudiants. Et malgré cela, donc il y avait des cours que je ne réussissais pas à mettre sous des contraintes qui étaient purement des contraintes administratives et ministérielles. Donc au moment de la bascule en 2020, exactement le même bac précédent, j'ai réussi à mettre ou à remettre, parce qu'on a eu la première année puis on nous l'a fait sauter rapidement parce qu'on faisait soit pas assez de droit, soit pas assez de chimie, donc ça n'était pas la route. Le fameux cours SFC 1005 que vous voyez ici, qui est un cours de probabilité et statistique, puisqu'on a un gros souci en Amérique du Nord sur la compréhension de ce que c'est que ce machin-là. Et c'est pas pour ça que d'ailleurs, c'est un cours purement méthodologique et d'outils, ce qui me pose encore un autre problème, d'où beaucoup de probabilités épistémiques que je donne dans le premier cours de la première année. À partir de cette année, à partir du mois de septembre, ça y est, c'est officiel. Ce baccalauréat en sciences forensiques reste baccalauréat en sciences forensiques. Je vous mettrai à disposition la présentation si vous voulez en format PDF et vous aurez des liens hypertextes qui vous permettront d'aller chercher l'information si vous voulez. Mais cette fois-ci, on aura un tronc commun. Ce tronc commun, c'est toutes les cases grises que vous voyez ici sur, entre autres,
finalement exactement le précédent. Là, il n'a rien changé, c'est juste les couleurs qui ont changé. Donc, on a un tronc commun, y compris dans ce tronc commun, vous voyez qu'il y a de la chimie, c'est-à-dire que tous les autres cheminements dont je vais parler font aussi de la chimie. Le but, ce qu'on veut à nos étudiants, c'est pas apprendre des connaissances, c'est apprendre à des comportements et des façons de raisonner. Donc, on va s'appuyer sur la chimie, y compris pour des gens qui font des traces numériques, pour pouvoir justement mettre en place la méthode hypothéso-déductive, comprendre un petit peu la problématique de l'expérience, etc., etc. Mais naturellement, il y aura une signature sur différents cheminements. Donc, ce cheminement, le précédent s'appellera trace chimique. Un autre cheminement s'appellera trace biologique, où naturellement la partie verte, donc à hauteur de 45%, puisque c'est la notion même de cheminement dans notre administration, va être plus particulièrement dédiée donc à la biologie et aux traces biologiques, hein, la génétique, etc. Un troisième cheminement qui est un cheminement trace physique. Hein. On va avoir beaucoup de mécanique classique, de thermodynamique, et puis néanmoins aussi pour justement pouvoir jouer entre guillemets avec les chiffres et comprendre un petit peu la puissance, mais surtout la limite justement de nos inférences et nos inférences quantifiées. On retrouve aussi la génétique forensique, des choses comme ça. Et puis un dernier cheminement, j'attendais l'arrivée d'un collègue qui est en fait un criminologue spécialisé en trace numérique, donc qui va être particulièrement sur les traces numériques. Donc, vous voyez qu'on a toujours la partie grise, qui est une partie donc commune à l'ensemble des cheminements, et puis la partie verte, au fur et à mesure, on va injecter en premier cycle justement des connaissances supplémentaires, bien naturellement, dans le domaine des traces numériques. J'aurais aimé vous mettre 2021, mais visiblement, ça a pris un peu de retard. On a eu un retour du ministère qui était très favorable avec plein de questions, donc c'est reparti pour un tour. Donc 2022, je pense, parce que les questions, en revanche, n'étaient pas dirimantes. On devrait avoir la maîtrise en sciences forensiques toujours au singulier, avec quelques prérequis. Les prérequis, vous voyez, 1001, 1005 et 1018, comme par hasard, on retombe sur les problématiques d'interprétation dont je vous ai parlé, le cœur de notre criminalistique. Éventuellement, mais ça, c'est un problème purement commercial, on ouvrira par un propédeutique sur des gens, par exemple, qui arriveraient avec un fort background en traces numériques. Mais dans ce cas-là, on veut néanmoins qu'ils passent quelques cours supplémentaires pour se recentrer sur notre problématique, qui n'est pas une problématique technologique. Et puis, avec les cours qui sont d'ores et déjà programmés, on est sur une MSc à mémoire à 30 crédits. Et donc, derrière, on le comble quelque peu avec des cours. Et vous voyez que les cours eux-mêmes, interprétation des traces, on retombe une fois sur interprétation de niveau 2, et puis traitement et visualisation, sujet de pointe en sciences forensiques et un cours propre à l'étudiant en fonction de sa recherche. Sur la droite, c'est pas pour dire qu'on est associé à l'ensemble hein, de ces universités, c'est qu'à l'heure actuelle, depuis maintenant 10 ans qu'existe le programme, 9 ans, excusez-moi, donc 6 ans que nos diplômés commençaient à rentrer en cycle supérieur, où est-ce qu'ils ont été en attendant, même s'ils étaient les premiers à dire, mais on aimerait avoir des cycles supérieurs en sciences forensiques. Donc, ils arrivent, je ne peux pas aller plus vite que la musique et de l'administration, mais ils allaient en fait dans toutes ces universités. Alors que ce jour, on a pas mal qui sont partis à Lausanne et qui ont bien carburé là-bas. On a l'université de Montréal, y compris d'ailleurs, actuellement, j'ai un doctorant à l'école de criminologie qui fait d'excellent travail. À l'université de Concordia, à l'UQAM, etc. Donc on a quand même un beau succès en tout cas en placement de deuxième cycle et voire en école doctorale aujourd'hui, avec à chaque fois quand j'ai un retour de mes collègues, et pourquoi vous avez pris le nôtre, parce que nécessairement, même si vous faites 93 crédits, mais que vous mettez beaucoup de crédits de sciences forensiques, le machin qui n'existe pas, la question se pose, c'est est-ce qu'il a le background, aussi bon background que celui d'à côté qui lui a fait un cursus normal, on va dire scientifique entre guillemets, et la réponse, oui, mais c'est facile à rattraper ce qu'il n'a pas eu. En revanche, sa façon de penser et ce qu'il amène, on n'avait jamais pensé comme ça et c'est ce qu'on recherche. Donc, on réussit pour l'instant, en tout cas, l'objectif qui s'était fixé, c'est-à-dire de former des étudiants avec une autre façon de penser, donne satisfaction et je n'en ai aucun qui est sur le carreau, donc je suis assez content de ce point de vue-là. Pour soutenir bien naturellement cette montée en puissance ou cette installation du programme, on a différents entités de recherche. La première entité de recherche, c'est le laboratoire de recherche en criminalistique, dont j'ai l'honneur d'être co-directeur aujourd'hui. Donc, de nouveau, vous pourrez cliquer sur l'icône pour aller voir ce qui se cache derrière, puisqu'on a naturellement un site. Et puis, REST, donc, qui est le site de recherche en sciences anatologiques, expérimentales et sociales. Et puis, nos chercheurs sont généralement, en tout cas sur les 8 chercheurs que nous sommes, il y en a 6 qui sont aussi chercheurs réguliers au Centre international de criminologie comparée, qui, cette fois-ci, je ne donne pas de statistiques parce que c'est un regroupement stratégique de chercheurs. Donc là, je ne compte plus. Là, il faudra rentrer dans l'administration pour savoir, mais je crois qu'on est plus d'une soixantaine ou 70 chercheurs. Puis derrière ça, on multiplie ensuite le nombre de postdocs, docs, etc. Mais essentiellement, nous sommes, j'allais dire, l'excroissance forensique, mais essentiellement sinon en criminologie, donc en sciences sociales.
Nombreux partenariats et collaborations, ça me permet de passer ensuite sur la troisième partie. Voici déjà où nous avons soit des commandites, soit des projets de recherche en commun, soit directement des étudiants qui ont été positionnés et qui ont été recrutés par les institutions en question, y compris d'ailleurs dans d'autres provinces, au niveau fédéral ou donc au niveau provincial ou même des villes, des communautés, puisque nous avons 3 paliers de gouvernement au Canada. Et puis, ça permet de faire le lien sur cette troisième partie. C'est cette entente officielle qui existe. Donc cet accord de partenariat qui est rentré de mémoire donc en exécution le 21 janvier 2019, dans le cadre justement de la montée en puissance et de la création du positionnement en tout cas de l'Université de Cergy comme première université française. Et nous sommes très heureux à s'intéresser d'un point de vue académique justement à la science forensique. Alors ça me permet de faire le lien justement et puis de maintenant de vous lancer des hameçons sur et volontairement sur ce forensique infini, parce que je vous ai parlé, tous les 5-10 ans, on a créé dès qu'on a une nouvelle discipline qui apparaît et qui va apporter quelque chose. Alors actuellement, on a le phénotypage. Il paraît que ça va être la solution et que ça va nous permettre de résoudre plein de choses. Je suis un petit peu sceptique. Si ça vous intéresse, on pourra en discuter parce que je travaille aussi là-dessus. Mais c'est de constater simplement d'avoir un peu de recul historique, puis de savoir que jusqu'à sensiblement la moitié du XXe siècle, vous pouviez vous spécialiser entre guillemets dans une discipline de police scientifique. Je dis bon terme police scientifique, puis vous passez une vie, c'était pas remis en cause. Et même d'ailleurs, c'était par l'expérience que vous acquériez vos lettres de noblesse. Bon, les choses ont naturellement changé à la fin du XXe siècle, à partir du moment où, non seulement d'ailleurs où la technologie a commencé à se mettre en œuvre, mais aussi l'évolution bien naturellement des connaissances. On sait qu'à partir des années 80, au bout d'une génération, il fallait songer quelque peu, au moins une remise à niveau, si ce n'est à renouveler les scientifiques dans le domaine, entre autres, de la biologie moléculaire. Et puis, et là, on rentre dans le domaine justement qu'on vient juste d'aborder sur la question précédente, c'est que moi, les questions que je me pose, d'ailleurs, moi aussi en sciences forensiques, est-ce que l'enseignement que je donne en première année de mes étudiants en bachelor sera un enseignement pertinent 3 ans plus tard lorsqu'ils sortiront avec l'évolution à grande vitesse, bien naturellement, à la fois de la technologie. Et donc, où est-ce que je vais me remettre en zone de confort? C'est sur la trace et la compréhension, l'épistémologie et l'ontologie de la trace. Et puis, ce qui nous attend, c'est une quantité de données, c'est pas ce qui nous attend, on y est déjà, c'est une quantité de données disponibles extraordinaire, avec l'une des solutions qui nous est annoncée, c'est que bien naturellement l'AI va nous y aider, et d'où mon grand intérêt, en plus, parce que ça se passe à Cergy, en plus parce qu'il y a Seaway Forensic, de venir rejoindre donc l'équipe de Létis et d'Olivier, puis l'IDHN, que j'ai découvert lorsque j'ai commencé à faire mes recherches sur ce qu'il y avait à Cergy, qui ont plus mes chairs dans mon cœur, puisque j'y suis arrivé tout petit avant de partir dans mes écoles militaires. Et la suite, c'est quoi? La suite, on y est déjà, hein. C'est le portrait robogénétique, je vous ai parlé du phénotypage, c'est la reconnaissance biométrique, c'est le lab on chip, c'est-à-dire la projection directe du laboratoire, voire, elle existe déjà, la lab on chip, hein. Un éthylomètre, un éthylotest, c'est un lab on chip, hein. On a délégué à un policier non nécessairement scientifique, mais sous principe justement de gestion des performances et des contraintes, la capacité de prendre une décision sur une alcoolémie d'un individu ou pas. On veut pousser beaucoup plus loin, bien naturellement, dans d'autres domaines, dans des traces physiques ou des traces numériques d'ailleurs. Les drones, c'est les mégabases de données, bien naturellement. Et tout ce que j'ai mis en jaune, c'est le point AI que j'ai mis dans mon titre. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'AI va nous apporter, qu'est-ce que le big data va nous apporter, qu'est-ce que c'est que cette trace numérique, ou qu'est-ce que c'est que cette transformation numérique, justement, de nos données habituelles sur lesquelles nous travaillons. Avec toujours la même question, c'est qui gère les limites de la technologie, qui pose des questions pertinentes. Et là, j'ai de la chance, justement, par mon parcours professionnel, de vous dire que c'est surtout pas le juriste qui pose des questions pertinentes, qui interprète les résultats, et finalement qui assiste les enquêteurs et les gestionnaires de sécurité. Et donc, on est au cœur, finalement, vous l'avez compris, c'est un petit peu la quadrature du cercle ou le serpent qui se mord la queue, la définition justement du programme tel que je vous l'ai présenté en 2012 et que nous continuons avec notre montée en puissance. Alors, tout de suite, je fais un petit aparté pour ceux d'entre vous qui seraient plus intéressés, bien naturellement, sur ces fameuses traces numériques. Je vous ai parlé de mon collègue criminologue, donc le voici, il s'appelle Maxime Bérubé. Entre autres, dans les cours à la fois du cheminement traces numériques, mais aussi dans ses projets de recherche, d'ailleurs, nombreux financiers, il a beaucoup de financement, donc je suis très content pour lui. Il s'intéresse plus particulièrement à la linguistique forensique et puis à l'imagerie forensique. Entre autres, la détection d'objets, je crois que vous avez travaillé un petit peu dessus. On vient de faire un séminaire sur la détection d'objets, entre autres sur la détection d'armes, avec des tests justement de différents logiciels qui sont vendus comme étant d'une grande fiabilité. Et c'est peut-être un peu plus compliqué que ce qu'on
qu'on pense. Et je pense que je sais que vous avez dû travailler aussi là-dessus, que vous avez dû avoir à peu près le même constat. Donc, si vous êtes intéressé d'ores et déjà, pas la peine de passer par moi, maintenant je ferai un plaisir d'être l'entremetteur, mais n'hésitez pas déjà, d'ores et déjà, à prendre contact avec Maxime, comme Maxime. Berube, c'est simple, c'est québécois, .berube, @uqtr.ca. Vous lui dites que vous venez de la part de Franck, et puis Maxime sera le premier content de savoir qu'on établit les premiers contacts justement avec CY et c'est votre montée en puissance. Cet intérêt pour l'intelligence artificielle, on voit aussi que les différentes pistes d'intérêt, entre autres, il y a un projet Audace. J'ai été porteur et satisfait d'un qu'on appelle un projet Audace. C'est un financement un peu atypique pour lancer des projets novateurs très rapidement. Bon, c'est très compétitif, mais ça, c'est autre chose. Et donc, ce qui a permis, entre autres, d'initier, c'est pas avec 100 000 $ mais sur une courte période, mais ça permet de catalyser et d'initier ce fameux REST, par exemple, ce site d'étude de la décomposition cadavérique. Bon, heureusement que derrière, on a pu transformer l'essai, puisque je suis rugbyman. Donc, avec l'arrivée de Sherry Forbes, c'est d'une chaire qui m'a écrasé, de 2,5 millions de dollars, tant mieux. Mais donc, au même moment où j'avais mon financement Audace, s'est mis en place aussi au Québec un financement Audace Humania. Donc, et dans ce financement Audace Humania, ils ont aussi de l'intérêt déjà pour la justice, mais plus orienté sur la représentation sémantique du droit, et pas plus tard d'ailleurs que le 18 juin dernier. Donc, il y avait d'ailleurs un dialogue. Bon, ils m'ont averti la veille, donc j'ai pas de danger, j'ai le temps de me retourner. Mais il y a cette dynamique qui se met en place. Donc là aussi, je vous l'indique, comme quoi l'intelligence artificielle, naturellement, a quelques ambitions ou quelques prétentions, c'est les questionnements que je me pose, surtout dans une casuistique qui est la casuistique propre à la résolution du cas individuel. Sur justement la prise de décision, parce que j'entends même prise de décision, en expliquant justement que ça permettra d'éviter les biais qui sont naturellement humains. Je suis encore plus sceptique là-dessus d'un point de vue épistémologique, mais en tout cas sur l'assistance, ça c'est sûr, et sur l'assistance pour l'aide à la prise de décision. Là, on est plus sur de la sémantique et puis de la recherche jurisprudentielle. Je vais terminer par me présenter parce que Olivier m'a dit entre autres surtout explique tes recherches. Ben, j'ai un souci, c'est que mes recherches elles sont très polymorphes. Donc, j'ai fait une petite extraction. J'ai aucune prétention d'exhaustivité. Ce serait pourtant simple, il suffit que je regarde mon CV, mais c'était pas nécessairement ça qui était très intéressant. En fait, je m'arrêtais aussi sensiblement au moment où j'ai rejoint l'université 2012. Donc, mes recherches, ça se retrouve dans l'encyclopédie des sciences forensiques, hein, donc oui, sur la gauche. Je travaille dans le domaine de l'ADN et l'interprétation de l'ADN avec mon collègue, entre autres plus particulièrement, donc Emmanuel Milot. J'ai eu l'honneur d'être associé quelque peu, on en a parlé encore très récemment, et semble-t-il que certaines fois comme la matière grise derrière l'affaire Kulik. Alors je n'aurais pas cette prétention-là, je laisse ça à Emmanuel Fomoy qui a fait un travail extraordinaire, mais qui avait peut-être besoin d'être soutenu, puis de penser autrement, de penser en dehors de la boîte sur l'affaire Kulik. Donc c'est la première identification en parentèle en France. Alors entre ce qui a été publié d'ailleurs, hein, la publication que je vous mets là, le First Successful Use of Low Frequency, et la vérité, il y a quand même un grand écart entre ce qui se dit et ce qui s'est fait, hein. Donc on pourra en parler. Jamais je ferai une publication là-dessus parce que c'est un peu plus sensible que ça. Pas sensible au niveau éthique, hein, mais sensible au niveau de justement l'utilisation de la trace et pas de la façon dont on le présente a posteriori en reconstruisant l'événement. Je m'intéresse aussi naturellement à toutes les traces. Donc, vous voyez, quand on parle de traces numériques, les applications de téléphone intelligent et de tablette pour l'investigation de scènes de crime. Donc, on est bien sur les transformations numériques de gestion de la scène de crime. Sur l'analyse médico-légale de salive, donc avec les tests présomptifs et comment les interpréter. Sur la gestion des liens, la gestion des liens par, entre autres, les documents contrefaits, d'ailleurs, qui est tout un secteur de renseignement criminalistique que développe aujourd'hui le laboratoire des sciences judiciaires médecine légale, et je suis très fier parce que c'est sous la houlette de l'une de mes meilleures étudiantes, c'était ma meilleure étudiante, ma première maîtrisarde en tout cas. Les trafics de stupéfiants et aussi le profilage m'intéresse le plus dans ma recherche elle-même, je l'ai mis avec mes entre guillemets, sur les problèmes de sémiologie et la sémiologie différente de la sémiotique, c'est-à-dire de est-ce que l'on comprend ce que l'on dit lorsqu'on parle, et vraisemblable n'est probable entre autres, c'est un article récent. On a même écorché quelque peu, donc près de 40 ans de pratique de génétique forensique, hein, sur la
le fameux mythe de unrated, les personnes non liées. Alors, comme on est tous liés, qu'est-ce que ça veut dire? On s'attendait d'ailleurs à être pas mal astiqué et mitraillé par la communauté. On avait même ouvert un blog justement pour entretenir le débat. On n'a jamais rien eu. Puis au contraire, on est maintenant cité, donc on est très content. Mais bon, je m'attendais à plus de débats. Tant pis. Je m'intéresse aussi. Alors, je suis plutôt associé d'ailleurs. Oui, je parler plutôt en deuxième nom là. Du coup, la forensique, ça a permis justement aussi, parce que forensique sécurité, collège de gendarmerie, l'armement, le terrorisme et tout le bazar, de lancer d'être en appui dans le domaine naturellement de l'énergie, de la structure des matériaux. Donc, on est en train de développer aussi des nouvelles vitres par balles particulières avec un bon potentiel. Donc, c'est quelques publications. Vous pouvez éventuellement trouver mon nom à droite à gauche de ce type-là, faut comprendre pourquoi. Moi, je m'intéresse plus, d'ailleurs, mes financements sont essentiellement des financements en sciences humaines et sociales. Cette compréhension justement de la trace par l'ensemble des intervenants, des stakeholders. Donc, je vous ai parlé de l'un de mes étudiants doctorants donc à l'école de criminologie, c'est Vincent Boussou, premier nom ici, pour essayer de comprendre un petit peu ceux qui tiennent la monnaie, ceux qui tiennent les sous, ceux qui prennent les décisions, qu'est-ce qu'ils comprennent justement de la science dans le domaine de l'investigation. Et là, on n'est pas déçu du voyage. Policing and Knowledge of Reform. Ça, c'est un peu dans le même ordre d'idée, puisque j'ai été co-éditeur d'un bouquin sorti récemment qui est tombé relativement bien, j'allais dire, enfin bien, tout est relatif, mais au niveau circonstanciel, avec bien naturellement l'affaire Floyd, donc avec un ami, c'est pas simplement un collègue, mais un ami américain et un ami britannique. Et l'un des derniers articles qu'on a sorti là-dessus, Multinational Corporation Intervention. Et puis véritablement, on va rentrer un peu plus dans le bois dur. Je travaille aussi sur des révélations de traces digitales spécifiques, entre autres par exemple l'influence du froid, parce qu'on est au Canada, sur la révélation des traces de sang par Blue Star, donc par technique de luminescence. Et puis, les 5 dernières années, surtout de recherche financée, en plus des recherches sur REST, dont je vous ai parlé, je me suis intéressé, en fait c'est une question que j'ai rejoint l'université parce que après 25 ans de pratique, j'avais une question qui m'était une question purement personnelle, individuelle, très égoïste. Et au fait, est-ce que pendant 25 ans, quel était le fondement de mes prises de décision? Est-ce qu'il tenait la route ou pas? C'est-à-dire, est-ce que c'est pas simple de se programmer scientifique ou de dire qu'on est empiriste ou ce que vous voulez, mais est-ce que finalement, je peux me rassurer que j'ai pas dit trop de conneries, ou que j'ai pas pris des décisions d'action, donc des décisions risquées, justement en me cachant derrière la science. Alors, j'ai pas de solution pour l'instant du tout, et pour l'instant, j'essaye au fur et à mesure d'acquérir des données là-dessus. Et entre autres, je voulais comprendre, plus particulièrement dans le domaine des sciences forensiques, justement, quel était l'état de nos connaissances. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut faire un atlas dans le domaine de l'interprétation au niveau de l'activité? Qu'est-ce qu'on connaît? Donc, les traces de transfert, les problématiques des contaminations, les choses comme ça, etc. Donc, j'ai eu 2 financements successifs assez intéressants, qui a permis aujourd'hui de lancer une base de données que vous voyez ici, qu'on appelle la BDAT, la base de données donc d'analyse de l'activité des traces de transfert. Bon, puis après, son homonyme en anglais. On est actuellement à 2 publications, excusez-moi, 2 publications qui, dans le champ des qualifications judiciaires, parce qu'on a naturellement un focus plus particulièrement lié aux organes subventionnaires sur le Canada. Et on a 2 autres, alors je ne sais pas où ça en est, j'en suis à la 2e révision, je n'ai pas eu de nouvelles depuis quelques temps. Après, on dit que c'est toujours dans le tube, donc il devrait sortir incessamment sous peu. Et la base elle-même, je vous laisse bien naturellement le lien si ça vous intéresse. J'ai su dernièrement que la gendarmerie était intéressée, mais je n'avais pas prévu celle-là d'ailleurs. C'est dans le cadre des analyses des cold cases, savoir si, par ce travail qui a été fait sur cette base de données, si on peut, en tout cas, inférer que de nouvelles techniques se mettent en place ou des techniques existent sur des questionnements de cold case. Sabbatique, cette fois-ci, on voit bien, et vous voyez de nouveau sur la droite l'article plutôt lié à mes questionnements forensiques. En rouge ici, pour être plus précis, moi ici j'ai mis différents objectifs que j'ai définis vraiment, ce que je peux voir entrer en résonance avec ce que vous faites donc à CY. Je vais revenir très rapidement, et ça va être la conclusion justement de cette présentation sur, entre autres, le sous-objectif 1 et le sous-objectif 3 de l'objectif 1, puis bien naturellement l'objectif 3, qui est d'initier des projets de recherche internationaux et collaboratifs. Si je repars dans mon Québec, désormais, où je suis citoyen canadien, et qu'on a réussi à mettre des liaisons covalentes ou des doubles liaisons covalentes avec vous, ce sera encore mieux.
toujours là-dessus. Et puis, et donc, je reviens sur mes questionnements, entre mes questionnements d'interprétation. D'abord, est-ce qu'interpréter, c'est signifier avec l'observation, mais ça, on passe son temps à jouer au ping-pong là-dessus, avec deux écoles de pensée qui se rejettent l'une l'autre, c'est-à-dire l'école descriptive et l'école prescriptive des raisonnements humains, en gros symbolisée par d'un côté, bien naturellement, les travaux en sciences cognitives, quelqu'un qui est bien connu dans ce domaine-là, Daniel Kahneman, mais on pourrait citer aussi Proust, Tversky, etc. Puis de l'autre côté, une école beaucoup plus formaliste, qui est l'école que l'on apprend de plus en plus, d'ailleurs que j'apprends en première année à mes étudiants, mais qui me pose néanmoins un problème, et je ne vais pas leur exprimer en première année, parce qu'ils ont déjà du mal à comprendre la première partie, qui est la prescription. Et donc, entre autres, je suis, qu'on soit clair là-dessus, je suis un Bayésien convaincu pour différentes raisons, y compris d'ailleurs, purement mathématiques, puisque mon background est un background mathématique à l'origine, mais néanmoins qui ne donne pas satisfaction sur les prises de décision humaines, et pas simplement d'un point de vue descriptif, mais au niveau de ce que j'appelle des rationalités différentes. Donc, je m'intéresse depuis maintenant une quinzaine d'années à titre d'autodidacte, mais je suis tout en autodidacte jusqu'à maintenant, donc je continue, puis c'est pas 10 ans de la retraite que je vais changer, à la sémiotique de Peirce, avec, et c'est là-dessus que j'ai réussi à vendre auprès de mon administration la nécessité enfin que je prenne un peu l'air et que je réfléchisse en dehors de la boîte, avec une piste de recherche qui m'intéresse, qui est la piste justement de l'algèbre des signes de Marty, ou encore de l'hypersigne, puisque dans cette hypersigne de Marty, j'identifie pleinement ce que je vous ai déjà expliqué sur la trace, le signe, l'indice, etc. Marty parle par deux voies de signification au niveau de la captation des signes et de leur interprétation dans le signe triadique. Une transformation alternée qui est le saut plus rapide vers l'abstraction de la convention, c'est celui qui serait, entre autres, adopté par les juristes, pour rapidement arriver à la modélisation. Et de cette modélisation, on arrive aux fameuses déductions qui permettent de balayer le doute raisonnable ou l'intime conviction. Et puis de l'autre côté, on a la transformation séquentielle, qui est un parcours beaucoup plus long, qui est coûteux, qui est riche de signification, mais qui est plus contextualisé, qui ressemble plus fortement justement à ce que font les scientifiques en appui justement des prises de décision des juristes. Et quand on regarde de plus près les différentes définitions de catégorisation, comme parle Marty, du signe, la trace, elle est en position de basse, c'est un signe iconique crématique ou la signe iconique crématique, ou éventuellement il peut avoir d'autres qualifications, bien naturellement. Et d'ailleurs, d'un point de vue sémiotique, on n'est pas sur une hiérarchisation, on est sur une pure catégorisation. Et je me pose même des questions d'ailleurs de plus en plus quand je vois certaines publications qui me paraissent plus que contestable malgré le peer review, sur la notion de signification, de persuasion, de propagande, et sur le fait justement que nos propres méthodes pédagogiques de présentation de la preuve ne sont finalement que des signes de persuasion vis-à-vis d'une communauté extérieure. Donc on voit apparaître sur la gauche plus particulièrement l'indice et sa valorisation, pour finalement, puisqu'on a parlé que la partie droite de la transformation alternée était la partie qui ressemblait plus au mode de raisonnement, en tout cas en hypothèse, je suis bien sur l'hypothèse, parce que j'ai mis un point d'interrogation sur mon titre, au niveau des juristes. Donc, c'est un vaste projet, puisque naturellement, ça demande une collaboration interdisciplinaire, voire sectorielle, qui est peut-être pas si simple à obtenir. M'en est témoin le NAS Report de 2009, où le NAS Report, c'est un rapport américain de l'Académie des sciences qui a quelque peu fait un constat critique tout à fait j'allais dire réaliste des sciences forensiques. En revanche, comme tout ce qui est américain, généralement, les solutions sont pires que le mal. Mais surtout, c'est que dans ce constat, les premières pages du NAS Report, qui fait quelque chose comme 380 pages, les premières pages expliquent que justement les preneurs de décision, les juristes, etc., sont incapables de comprendre le droit, qu'ils sont pas... Donc, ils ont un problème même simplement de comprendre, mais aussi derrière ça, d'interpréter la science dans ce domaine-là. Et puis, immédiatement, la conclusion donc, de cette introduction, c'est de dire que c'est aux scientifiques d'évoluer. Donc, on voit que l'une des difficultés, bien naturellement, je parle de ces fameuses rationalités différentes. D'où peut-être la voie sémiotique qui serait une voie intéressante. Alors, comment serait intéressante, vous avez bien vu tout à l'heure le dialogue qui peut exister déjà entre l'intelligence artificielle et le droit, qui est plus un dialogue sémantique. Dans ma première modélisation, mes premières hypothèses là-dessus, en essayant de comprendre un petit peu ce qui se cache derrière cette intelligence artificielle, c'est est-ce qu'on peut imaginer un knowledge base, une base de connaissances, qui nous permettrait par un moteur d'inférence, je l'appelais ici HM, pour signaler justement les travaux de Marty, l'hypothèse de Marty, et pour éventuellement, pourquoi pas, idéalement arriver à cette notion de preuve que vous avez vu que j'ai maintenue en rouge. Et puis dernièrement, en discutant avec des gens justement qui travaillent sur l'intelligence artificielle, ils sont intéressés quelque peu à mes réflexions un peu hors de la boîte. On regarde de plus près si l'intelligence artificielle symbolique qui est
qui est un petit peu porté en désuétude, n'offrirait pas quelques, alors peut-être éventuellement amélioré, par exemple, avec un oral back-end, justement, donc un système éventuellement de cueillette d'informations en amont, mais si on ne pourrait pas s'intéresser quelque peu à mieux essayer de formaliser ou de comprendre de quelle façon justement la sémiose de la preuve se met en place en fonction bien naturellement des environnements, des cultures, des habitudes. Les habitudes, j'utilise volontairement le terme de Peirce à ce moment-là, puisqu'il parlait essentiellement d'habits, puis c'est tout ce qu'on trouve chez Peirce. Aujourd'hui, on a beaucoup évolué en plus d'un siècle sur quels sont justement les facteurs. Et entre autres, dans cette évolution, il y a les travaux de Dror, qui est un scientifique cognitif de la London School of Economics, qui s'intéresse depuis maintenant près de 20 ans justement aux sciences forensiques et qui proclame à tort et à travers, quoi qu'il a un peu évolué ces derniers temps, que forensic science is bias science et que donc c'est pas de la science. Donc dans moins a beaucoup évolué là, il se rend compte qu'il a peut-être été un petit peu trop loin. Donc je cite bien volontiers ses travaux. Puis en plus je peux mal discuter avec lui. Voilà, je crois que j'ai terminé. Je mets quelques références pour ceux d'entre vous qui seraient plus intéressés. Je mettrai la présentation à votre disposition. Puis je suis bien naturellement à votre disposition pour soit pour mieux me faire expliquer, c'est peut-être pas été très simple, mais moi de temps en temps je suis perdu dans mes pensées, ou bien tout simplement commencer à répondre à vos questions. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Il y a une question, je vois, de la part d'Olivier Gallet qui a levé la main, au moins. Oui, monsieur Gallet, je vous écoute. Mais qui n'a pas ouvert son micro. Je ne sais pas si longtemps, parce qu'il est gelé peut-être, non, je ne sais pas. Monsieur Christophides, en attendant monsieur Gallet, peut-être? Oui. Volontiers. Concernant la perspective de raisonnement automatique que vous avez évoqué dans votre conclusion, oui. Et, en principe, si on passe à des méthodes statistiques, merci pour cette présentation. Je suis désolé parce que je dois basculer sur une deuxième réunion. Ils viennent de alors, je ne sais pas si c'est une chez moi, mais j'ai le même problème. Ah, d'accord. C'est une réunion pour... La connexion au réseau est extrêmement faible. Ah, voilà. Est-ce que je continue avec la question que j'ai posée? Oui, monsieur Christophides, allez-y, je vous entends bien là maintenant, mais je n'ai pas entendu ce que disait, je crois, Olivier. Allez-y. Oui, mais du coup, il a quitté. Pardon? Du coup, Olivier Gallet a quitté. Je pense qu'il avait une connexion très mauvaise. OK. Donc, et moi, je me pose la question suivante. Normalement, le succès des approches d'apprentissage statistique sont basés sur l'abondance d'évidence, essentiellement sur l'abondance de données. Mais dans le contexte de votre travail, c'est vraiment bien le contraire. Ça veut dire vous avez peu de données, peu de traces, des traces extrêmement restreintes, afin de compléter ce qui reste par un raisonnement analogique. Alors je me pose vraiment dans quelle mesure vous voyez comme un ingrédient essentiel de votre processus professionnel l'utilisation des outils. Moi, je connais par exemple que les juges, okay, à la fin, d'accord, ils peuvent se reposer sur des outils de décision automatique pour faire l'estimation du risque de criminalité de quelqu'un qui est devant un tribunal. Mais ça repose aussi bien sur des grosses bases de données avec l'historique de comportements similaires, d'accord, ou même son propre historique. Ce qui n'est pas le cas dans l'épreuve. Et de plus, chaque crime, je pense qu'il a ses propres spécificités. Je ne sais pas dans quelle mesure on peut généraliser. Bien sûr, il y a des approches suivies, vous connaissez mieux que moi, qui sont plus ou moins standards. Mais le raisonnement que tu fais en cas par cas, ça doit être unique. Ce sont des choses que j'essaie de comprendre
les différences et les similarités par rapport au monde de sciences de données que je comprends mieux. Oui, oui. Alors, c'est une excellente question parce que vous rentrez en fait au cœur de mes propres questionnements. Alors, j'ai plusieurs façons de voir les choses. Tout d'abord, je ne conteste pas. Alors, l'intelligence, je vais volontairement, mais aussi par mes connaissances, être éventuellement simpliste, d'accord. L'intelligence artificielle, comme vous dites, se nourrit d'une abondance de données et se nourrit de façon inductive d'une abondance de données. Or, la difficulté que l'on a sur la casuistique, attention, je définis bien une fois de plus, la forensique n'a rien à voir avec la biométrie. Elle utilise la biométrie, elle va utiliser l'intelligence artificielle, etc. Mais ma problématique est une problématique. D'ailleurs, c'est l'un des premiers constats de Peirce au tout début d'ailleurs de sa sémiotique, c'est-à-dire l'inadéquation de la casuistique avec les probabilités. D'accord, bien. Donc, la casuistique pose un défi, comme je l'ai dit, qui est bien différent. Et ce défi, on a eu cette prétention ou cette ambition de pouvoir le résoudre éventuellement, d'où d'ailleurs ma base de données, enfin, mes recherches qui ont lieu sur la BDAT, etc., de le résoudre éventuellement par l'intermédiaire justement de l'inférence bayésienne. C'est-à-dire que la probabilité des causes connaissant les effets, c'est égal à quelque chose qui serait le rapport de vraisemblance, que sait faire sensiblement le scientifique, quand on est au niveau de la source, ça ressemble énormément à la sensibilité sur un moins la spécificité, d'accord, multiplié par la probabilité des causes a priori sans connaître, et donc de nouveau, d'ailleurs ça montre bien le rôle de chacun, c'est-à-dire que comme la probabilité a priori de la cause n'appartient pas à l'expert ne peut pas se prononcer sur la probabilité de la cause a posteriori. Mais ça c'est bien, c'est ce qu'on appelle le raisonnement prescriptif. C'est bien, mais c'est pas comme ça qu'on fonctionne pour différentes raisons, y compris des raisons de sciences cognitives, notre connexion causale et non probabiliste, etc., notre aversion du risque, et ainsi de suite, d'accord. Donc j'en suis pleinement conscient, avec un discours qui existe actuellement de dire bah oui, mais comme c'est le discours de Dror par exemple, d'accord, comme de toute façon nos raisonnements sont biaisés, ils sont encore plus biaisés d'un point de vue casuistique. Donc finalement, si on avait moins d'erreurs par un automatisme particulier qu'on appelle intelligence artificielle ou qu'on l'appelle autre chose, bah autant se reposer sur ce genre de choses. Et là, je vous rejoins complètement. Je suis très sceptique, c'est là que je suis très sceptique là-dessus, parce que je reprends votre argumentation. S'il existe des endroits, s'il existe des corps de connaissances sur lesquels on peut disposer en effet de données de masse, entre guillemets, en tout cas de données inductivement représentatives, par exemple, je l'ai cité, je ne suis pas très choqué de voir l'assistance de l'intelligence artificielle par la sémantique sur la reconnaissance des textes pertinents, par exemple, pour aider par exemple les magistrats, les juges, à retrouver des jurisprudences conformes au cas auquel ils sont confrontés, pour avoir des jugements qu'on va dire, là aussi il y a un gros problème sur ce mot-là, mais pour avoir des jugements cohérents, c'est-à-dire cohérents d'un tribunal à un autre, cohérents dans le temps, par rapport à ce type d'infraction, etc. Bien. Je suis un peu plus sceptique, entre autres parce que je me suis intéressé à Predpol, je suis un peu plus sceptique sur les pronostics, c'est-à-dire les fameuses calculs de risque de récidive, par exemple, d'un individu. Là, on est sur, comme dirait Taleb, on est sur de la magie, là, sur quelque chose qui, c'est pas comme ça que ça se passe. On a différents biais qui se mettent en ordre et derrière ça, on fait une sorte de scientification, on se masque ces biais par éventuellement du big data, etc. Pourquoi? Parce que il y a plein de choses qu'on maîtrise pas déjà d'entrée de jeu, avant même de se poser des questions purement épistémologiques. Hein. La première, c'est quelle est la fiabilité, quels sont les biais dans les populations elles-mêmes. On s'est rendu compte sur Predpol, par exemple, que l'échantillonnage qui avait été effectué sur des populations était déjà un échantillonnage qui était biaisé. On le voit aussi sur des problèmes d'ailleurs, typiquement nord-américains, typiquement, malheureusement, je ne suis pas sûr que ce soit typiquement nord-américain, sur la surreprésentation de certaines communautés, non nécessairement justifiées par rapport, ou non expliquées en tout cas, un minimum non transparente, mais voire non justifiées, justement dans ces logiciels de prédiction. Je travaille dans ce domaine-là. Voilà. Je comprends très bien ce que ça veut dire des décisions automatiques, disons, responsables ou faire. Et voilà. En principe, il n'y a pas d'apprentissage automatique sans l'exploitation des bias. La question, quels sont les bias qui peuvent toucher essentiellement la juridiction et qui provoquent des problèmes sociétals. Oui. Essentiellement, si toutes les données étaient uniformes, on ne pouvait pas faire de prédiction. Okay? Alors, on exploite la différence dans les données Absolument. pour qu'on puisse généraliser. Ça, c'est un pas élémentaire de notre
processus inductif. Okay? Absolument. Absolument. Mais la question, c'est si ce n'est pas vraiment tous à des problèmes sociétals ou pas. Alors, je pense, de fait, surtout sur cette casuistique, comme je vous dis que j'étais bayésien, je suis un bayésien convaincu, mais je pense que que la rationalité bayésienne ne s'applique pas sur la théorie de la décision aussi facilement que ça, pour différentes raisons, d'accord? Que, entre autres, quelque chose sur lequel on se penche peu, et je pense que la sémiotique, justement, peut nous permettre de commencer à appréhender cette dimension-là on met une sorte de masque pour pas le voir, d'accord? On se cache derrière le professionnalisme ou derrière la mission de chacun, etc., etc. J'ai un gros article, hein, j'ai oublié de vous préciser, suite à Galiléan 2, qui était l'un des derniers articles de ma présentation. J'ai un gros papier qui sort, là on est en première révision, ça s'est pas trop mal passé, je viens de le dire, qui justement pose les jalons. Je pensais qu'il serait publié avant d'arriver sur CY, ça a mis un peu plus de temps que ça, mais pour expliquer cette vision de la sémiotique comme apport justement à la théorie de la décision, d'accord? Mais donc, si je reviens sur le modèle bayésien, moi, ce qui m'intéresse énormément, au truc que personne ne veut parler, c'est la fameuse a priori. Or, l'a priori est sociétal. L'a priori, il va dépendre justement, non seulement de l'éducation, mais aussi de position dans la société, de sa connaissance que l'on a à l'instant T, et pas simplement de sa connaissance professionnelle, de sa vie de citoyen, etc. Quelque chose qu'on ne veut jamais parler. Donc, est-ce qu'on a une capacité? Ça peut être ambitieux, voire prétentieux. Hein, l'ambition, c'est bien, la prétention, c'est mal. Mais est-ce qu'on est dans une capacité, et c'est pour ça que j'ai cité le triomphe de Dror, par exemple, qui n'est pas du tout un triangle sémiotique, qui montre différentes couches qu'il a identifiées telles quelles comme étant des biais participant aux sciences forensiques. Et je m'intéresse essentiellement à la trace, hein, d'autres. Et dans la théorie de la décision, qui ne regarde pas que le juge. Hein, ça peut regarder un commandant militaire qui bombarde un village irakien, ça peut regarder plein de choses. D'accord. Mais est-ce qu'on est en capacité de pouvoir, justement, essayer de modéliser, de tester l'apport de la sémiotique sur une casuistique, justement, qui rentrerait de façon, comment dirais-je, peut-être dégradée, peut-être, mais peut-être d'ailleurs, vous allez me dire que l'une des solutions serait là, je ne suis plus chez moi, je suis plus dans mon domaine, hein, ce serait des structures neuronales, des choses comme ça. Mais pour ça que je vais t'intéresser à la publication que je vous ai citée dernièrement sur le back-end. Mais est-ce qu'on est en capacité, justement, de mettre à plat l'ensemble des facteurs décisionnels en fonction des différentes cultures et donc différentes positions des gens qui vont intervenir dans le processus. Et au lieu de me parler de débiaiser même artificiellement, alors que le biais il est en amont, il est au niveau de l'a priori. Est-ce qu'on est capable justement au minimum en transparence de l'exprimer mes réflexions? Je ne sais pas si j'ai répondu à vos questions sur une vision d'objectivation de la décision de la théorie. En aide, ça ne me pose pas trop de problèmes, quoique on a toujours ce problème de la casuistique, d'accord, de la pertinence des données. Est-ce que j'utilise le bon jeu de données? Est-ce que j'ai le droit d'utiliser ce jeu de données-là? Pas simplement un problème éthique, mais un problème aussi analytique, donc qui va venir se greffer dessus, etc. Donc voilà, j'en suis là. D'où je profite de ces 6 mois pour maintenant je me suis isolé de mon université pour brainstormer là-dessus, puis voir ce qu'on pourrait lancer de ce point de vue-là. Je ne sais pas si je me suis correctement exprimé. Oui. Merci. Je vais juste, Franck, merci pour cette intervention. Comme j'avais une réunion qui a commencé à 14h30, bon, c'est pas grave, parce que je sais que Christian Sciatka est là, il connaît bien à la fois le master dans lequel il intervient avec nous, et puis Christian est un des partenaires des programmes de recherche qu'on a déposés sur la trace biologique. Christian est directeur de l'école de l'ADN, et on a déposé ensemble un projet dans l'âge 2020 qui s'appelait FobLab, avec l'Université de Lausanne, un consortium européen, qui n'a malheureusement pas été financé, mais on a rebondi à travers une année RPRCI, dont on attend le résultat avec impatience ici, récemment. Et je ne sais pas, Franck, je veux savoir un petit peu, est-ce que vous connaissez la société Cloto, dont un des membres, Étienne Pilin, est au Canada et qui travaille aussi sur des programmes de biométrie et d'intelligence artificielle pour la forensique. Il a 2 thèses, Étienne, c'est un jeune effectivement qui a 2 thèses et qui nous a approché, nous, et avec lesquelles on va sûrement déposer, dans le cadre de Horizon Europe, 2 participations à des programmes de recherche. L'appel à projet Horizon Europe mentionne qu'en 2022, alors moi, je suis biologiste, donc c'est pour ça que ça m'intéresse plus. Il va y avoir un axe de recherche qui correspond finalement à celui sur lequel on avait déposé notre projet FobLab, qui est la trace biologique. Donc en 2022, il y aura un financement dédié à la trace biologique. Et si on regarde effectivement la volonté de l'Europe, les appels à projets européens d'Horizon Europe sont construits d'une telle façon qu'il doit y avoir un effet finalement rassemblement des consortia. Donc des consortia vont se monter. Et la finalité, c'est que ces consortia ont l'objectif à former un cluster de plus en plus important
Et l'Europe a tendance, à la volonté de l'Europe, et maintenant sur des projets qui ont une durabilité. Alors ça tombe bien puisque je suis aussi impliqué dans les objectifs de développement durable, donc parlons de durabilité. Et donc l'Europe veut une durabilité de ses projets, donc l'idée est de construire des consortiums qui soient suffisamment costauds pour rebondir sur différents appels à projets. Donc c'est un petit peu vers là où on se tend. Donc je voulais savoir si vous avez des connaissances dans cette partie-là, si vous souhaitez participer, comment participer avec vous. Et je laisserai Stéphanie Lemarec présenter la partie portage des projets bachelor forensique et master forensique qui vont aussi nous adresser, parce qu'avec Christian, on intervient déjà dans le master où on est, et on a cette volonté de basculer sur ces formations-là avec François Daoust et avec l'ensemble des partenaires du PJGN. Je pense que vous avez travaillé et que vous connaissez Francis Hermite et Sylvain Hubac. Je vais être le garant HDR de Francis Hermite puisqu'il est en disponibilité cette année et il va participer au projet, à un projet d'encadrement de thèse qu'on a déposé actuellement. Voilà, donc c'est éventuellement, nous, on sera intéressés, je pense, Christian, tu reprendras aussi, je pense, tout à l'heure, on sera intéressé par participer avec vous sur ces deux aspects, à la fois l'aspect recherche avec ce qu'on fait avec Sylvain et avec Francis. Donc, Sylvain co-encadre une thèse avec nous, on s'intéresse à la trace biologique et on a montré des choses qui étaient, pour nous, biologistes, des choses qu'on n'imaginait même pas, hein, c'est-à-dire la durabilité de la trace humaine au-delà de plusieurs mois. C'est-à-dire que la cellule, on peut trouver des marquages cellulaires, et on utilise des marquages de cellules qui sont des marquages classiquement utilisés en médecine. C'est pour ça qu'on est sur une dimension où les approches technologiques, elles sont multidisciplinaires, hein, que ce soit de la microscopie corrélative, confocale, MEB, ça nous permet de faire effectivement une vision très différente de ce qu'on avait et de changer notre fusil d'épaule, entre guillemets. Nous, on pensait naïvement qu'une cellule humaine, quand elle est dans l'environnement, elle disparaît rapidement. Bien, en fait, non, une cellule humaine, quand elle est dans un environnement, même dehors, on a encore des marques fortes de la cellule, au-delà de 1 mois, 2 mois, même dans des conditions environnementales qui sont les plus éprouvantes pour le vivant. Voilà, donc en fait, c'est un petit peu pour faire cette synthèse, et je suis sûr qu'on aura l'occasion d'en rediscuter ensemble. Et je vais laisser, moi, pour le coup, oui. Je vais laisser Christian, qui connaît bien nos projets de recherche, et puis Stéphanie, qui connaît bien nos projets de formation, éventuellement intervenir avec vous, mais il n'y a aucune. Ce sera avec plaisir que j'aurai aimé poursuivre. Voilà. Alors, j'ai juste 5 secondes avant que vous partiez. Naturellement, je suis intéressé. 2, pas plus tard qu'hier, hein, je discutais avec mes corréligionnaires, enfin mes anciens corréligionnaires du pôle judiciaire, plus particulièrement Philippe Davadi et puis Patrick Thon, qui me parlaient justement des travaux d'Urbat là-dessus. Oui, naturellement, d'autant plus que moi, j'ai un autre bout de la lorgnette que vous avez compris. Ce que vous êtes en train de montrer actuellement m'intéresse d'autant plus, parce que ça veut dire aussi que ça change quelque peu la dimension de la notion justement de contamination, entre autres de présence d'ADN non nécessairement impliqué dans les faits, etc. Donc, il y a aussi quelque chose de très intéressant. Maintenant, et je crois en la technologie, hein, je n'ai pas de souci là-dessus, qu'on soit clair là-dessus, et la science doit aller en système de pointe pour l'évolution. Vous avez compris aussi que mes réflexions, j'allais dire épistémologiques ou d'apport de la science à la sécurité, elles sont aussi quelque peu de masse. Alors, pas simplement de masse au niveau des données de masse elles-mêmes, mais dans la vie de tous les jours, qu'est-ce qu'on fait? Et dans la vie de tous les jours, je me rappelle entre autres l'ADN trace avec ses ambitions. Ambitions, oui, parce que c'est possible scientifiquement. Je n'ai pas de souci là-dessus, d'accord. De travailler à hauteur de 10 cellules et on saura trouver de l'ADN et de nouveau amplifier, aller chercher la PCR, etc., etc. Mais moi, de l'autre côté, moi, je suis toujours empêcheur de tourner en rond, de dire oui, mais 10 cellules, ça veut dire quoi? À la limite, vous corroborez ce que je veux dire, justement, par cette durabilité, première chose. Deuxièmement, on est sur la trace, c'est-à-dire on n'est pas dans des conditions de laboratoire contrôlées. Donc, je me pose des questions. Je n'ai pas dit que c'était mal, hein, je me pose des questions, mais comment je dois faire derrière ça pour interpréter? Donc, ça j'ai un autre souci. D'accord. Et puis, je m'intéresse aussi, oui, par exemple, je travaille actuellement. Ouais. Je travaille sur deux maîtrisards sur le phénotypage. Où le phénotypage, par exemple, aujourd'hui, est annoncé comme la solution du portrait robot, etc. Je serais beaucoup plus sceptique pour différentes raisons qui sont aussi des questions opérationnelles. On va vous rejoindre totalement là-dessus avec Christian. Je pense c'est pour ça qu'il va je vais lui laisser la parole tout à l'heure. Ouais. Nous, on n'aborde pas la trace génétique. On aborde la trace de l'individu à travers la trace de la cellule. L'entité de base, en fait, qu'est-ce qui tient, qu'est-ce qui porte le matériel génétique? C'est la cellule. Mais la cellule est tout aussi informative. Et les marqueurs qu'on a sont des marqueurs médicaux. Hein. Ce sont des anticorps, des sondes médicales qu'on utilise, des lectines pour les glycosylations, par exemple, pour ségréger ce qui est bactérien, animal, etc.
Mais ce qui nous intéresse, c'est le porteur du matériel génétique, c'est-à-dire la cellule. Et en fonction de l'état de la cellule, c'est d'avoir une estimation sur la fiabilité de la trace et qu'est-ce qu'on peut en tirer. On est plus parti sur cette vision-là. Je laisse effectivement plutôt la partie génétique à Christian et à Sylvain, la partie amplification à Sylvain et la partie génétique globale à Christian, parce que ce sont eux qui iront plus loin dans ces domaines-là, alors que nous, on est plutôt des biochimistes et des biologistes cellulaires à Cergy, et on cherche plutôt, nous, le tissu, la cellule, le porteur finalement, l'élément qui va porter la dernière trace. Bah, j'embarque, mais deux en plus, je suis avec qui j'ai embarqué, c'est avec Emmanuel Milot, mon généticien biologiste. Je pense qu'on a quelque chose aussi il travaille beaucoup dans ce domaine des traces aussi. C'est son centre, c'est son cœur de métier. Mais avec toujours ce paradigme de la trace que vous avez compris que j'essaie de vous présenter aujourd'hui. Et je pense qu'on va avoir, il y a une mayonnaise qui va monter, qui va être belle à voir. Oui. Christian, je te laisse pour parler de la partie scientifique. Et puis Stéphanie, tu aborderas sûrement la partie bachelor et la partie DU et la partie master. Ouais. Christian pourra rebondir dans la partie master parce qu'il intervient déjà dans notre master avec Sylvain Hubac, par exemple. Ouais. Merci beaucoup, Olivier. Merci, à bientôt.